Bonjour, je m'appelle Karine Fignels, je suis instructrice MBSR dans le service du professeur Lançon et nous allons vous présenter avec ma collègue Marion Martinelli, psychologue et instructrice MBCT, ce cours sur la pleine conscience. Les objectifs pédagogiques sont de comprendre les origines de cette approche, ses différentes applications et les trois piliers du modèle. Nous aborderons également l'influence de la méditation sur le cerveau, comment ça marche et l'impact physiologique et psychologique. Et enfin, nous vous permettrons de repérer facilement les différences et les points communs des deux programmes phares, MBCT et MBSR. Voici le plan, histoire et généralité de la pleine conscience, la méditation, comment ça marche, les programmes MBSR et MBCT et la conclusion. John Kabat-Zinn, c'est le fondateur du premier programme issu de l'approche par la pleine conscience, appelé MBSR, en anglais Mindfulness Based Stress Reduction, ce qui signifie la réduction du stress à partir de la pleine conscience. C'est au cours d'une retraite de méditation que Kabat-Zinn a eu l'inspiration de promouvoir une approche permettant à des personnes souffrant de douleurs chroniques ou de pathologies graves d'expérimenter la pleine conscience et d'y puiser un soulagement à leur souffrance. Travaillant en tant que biologiste moléculaire à l'université du Massachusetts, il a fondé la clinique de réduction du stress en 1979, où il a proposé ce programme. Un nombre très important de personnes, plus de 10 000 patients, y a participé, ce qui a permis de développer assez rapidement des publications scientifiques sur les effets de la méditation et du programme. Il est aujourd'hui professeur émérite de médecine et a publié plusieurs livres, dont le célèbre Full Catastrophe Living, qui retrace l'aventure du MBSR et ses multiples implications dans la santé. Alors, pleine conscience est une traduction de Sati en langue pali, et ça a été défini il y a 2500 ans en Orient comme le cœur de la méditation bouddhiste. Sati est une compétence naturelle de notre esprit qui nous permet de porter intentionnellement une attention particulière à notre vie, c'est-à-dire de façon non jugeante, moment après moment. Ce mode de fonctionnement de l'esprit, qui est marqué par l'association de stabilité attentionnelle et d'apaisement émotionnel, semble être une aptitude innée chez les humains. Alors le risque étant de confondre les programmes de pleine conscience avec du mysticisme oriental, John Kabat-Zinn, sans cacher les origines bouddhistes de la pleine conscience, a centré l'approche en la dénuant des enseignements bouddhistes et en la proposant comme une philosophie pragmatique alliant pratique méditative et neurosciences. L'aspect laïque et la validation scientifique dont la pleine conscience a fait l'objet a permis de placer progressivement les programmes dans le système de soins et plus largement dans le cadre des interventions de santé publique, notamment à destination des prisons, des écoles ou des entreprises. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs ont entendu à la place du mot de pleine conscience les mots pleine présence ou présence attentive. Ce sont des mots équivalents et cela évite parfois la confusion entre conscience et morale par exemple, ou entre pleine conscience et esprit plein. En ce qui concerne l'apport des neurosciences, celle-ci a permis de renforcer l'approche davantage éducative que thérapeutique du MBSR, en fournissant des explications théoriques et pratiques sur l'interdépendance entre cognition, mémoire, action et émotion, en lien avec les mécanismes du stress. Mais l'apport des neurosciences va au-delà, en validant notamment par l'imagerie cérébrale l'action positive des exercices méditatifs sur la structure et le fonctionnement du cerveau. Enfin, et c'est peut-être le fondement majeur de la pleine conscience, c'est qu'il s'agit d'une approche expérientielle, qui met l'accent sur l'expérience vécue et corporellement ressentie comme élément fondateur du sentiment de soi. Cela signifie que la mindfulness ne peut se comprendre que de l'intérieur vers l'extérieur. Cette approche expérientielle est considérée comme fiable et repérable concrètement. Elle nous donne des informations dans un processus dynamique et changeant, et tient compte de nos vécus subjectifs qui sont riches de signification. Elle rend compte également de la façon dont nous vivons dans nos relations avec les autres. Francisco Varela, fondateur du Mind and Life Institute, explique que lorsqu'on médite, on fait un avec la situation. Il n'y a pas nous et un monde indépendant à côté. Il s'agit plutôt de faire émerger un monde à partir de nos émotions, sensations, pensées. Alors la pleine conscience, c'est aussi un parcours qui a commencé, comme je vous l'ai dit, en 1979 avec la création du programme MBSR. MBSR, dans la clinique du stress, s'adressait au départ à des patients avec des pathologies lourdes afin de leur permettre, avec des pratiques de pleine conscience, de mieux manager leur stress et leur douleur survenant dans le cadre de soins médicaux.
En 2002, il y a eu la création du programme MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, notamment avec Zindel Segal et 2 autres thérapeutes. MBCT a été construit à partir du programme MBSR en y intégrant le champ des thérapies cognitives à visée préventive dans le cadre des dépressions. Puis d'autres programmes se sont développés en ciblant des problématiques selon un public spécifique et toujours dans l'objectif d'un mieux-être et d'un meilleur équilibre mental. On peut citer le MBRP pour la prévention des rechutes addictives, le MBCP pour l'accompagnement et à la grossesse et à la parentalité. Alors pour aborder les fondements de la pleine conscience, il nous faut reprendre une des définitions de Jon Kabat-Zinn qui nous dit que la pleine conscience consiste à prêter attention d'une manière particulière, délibérément, dans l'instant présent et de façon non jugeante. À partir de cette définition, un modèle de la pleine conscience a été proposé par Shapiro et son équipe. Il s'agit d'un modèle et ce n'est pas le modèle de la pleine conscience. Et ce modèle se présente sous forme de 3 axiomes inséparables: attention, attitude et intention. L'attention qui se retrouve dans prêter attention, l'intention qui se retrouve dans délibérément et l'attitude pour manière non jugeante. Ce modèle a été conçu dans le but de réfléchir aux mécanismes qui affectent le changement positif induit par la pleine conscience sur notre santé en général. Alors on va voir que dans le rôle de l'attention en pleine conscience, il y a 3 compétences de base qui sont développées. L'attention soutenue, c'est-à-dire la capacité à porter son attention durant de longues périodes sur un objet. En fait, il s'agit plutôt d'un entraînement à ramener son attention sur un objet, comme la respiration par exemple, à chaque fois que celle-ci est capturée par un autre stimuli, par exemple une pensée, une émotion, un son. Ensuite, il y a la flexibilité attentionnelle, c'est la capacité à changer son attention entre les objets, par exemple les sons, les sensations, ou entre des ensembles mentaux, les émotions, puis les pensées. Et enfin, en 3e compétence, on a la capacité à inhiber les processus secondaires, c'est-à-dire le traitement élaboratif secondaire des pensées, sentiments, sensations liés au vagabondage mental. Le fait d'inhiber ces informations non pertinentes, de les mettre à l'écart, va permettre aux pratiquants de mieux percevoir les informations importantes. Cela peut nous amener à gagner en congruence dans notre vie. Pour rappel, la congruence, c'est lorsqu'il y a alignement entre ce que je suis, ma personnalité profonde, ce que je pense, mes convictions, mes valeurs, ce que je ressens et ce que je dis ou je fais. Alors là, vous pouvez constater sur ce dessin humoristique que la congruence paraît simple, seulement en apparence. Alors pour le rôle de l'intention, on va distinguer plusieurs formes d'intention, de celle qui nous fait arriver dans un programme de pleine conscience jusqu'à celle qui nous fait poser notre attention lorsque nous méditons. Comme le rappelle Jon Kabat-Zinn, les intentions préparent le terrain pour ce qui est possible. Elles vous rappellent à chaque instant pourquoi vous pratiquez en premier lieu. Et selon l'étude de Shapiro en 1992, les résultats de la méditation sont étroitement corrélés à l'intention de départ de pourquoi on pratique. Cependant, il ne faut pas confondre l'intention avec un but à atteindre, car l'intention, c'est plutôt une vision personnelle, dynamique et évolutive de notre pratique. Le but à atteindre, comme par exemple réussir un exercice de pleine conscience, ou obtenir les effets ou les résultats de la méditation, ou encore être un bon méditant, ça nous rapproche d'une logique de performance, en nous éloignant de l'instant présent et en créant tout un système de comparaison sur ce qui devrait être et non pas sur ce qui est. Ce qui a plutôt en fait tendance à générer encore plus de stress et à nous éloigner de nos vraies possibilités. Et effectivement, personne n'est à l'abri du jeu de la performance, même dans son ermitage, au fin fond d'une montagne. Quand on parle d'attitude, c'est déjà l'attitude du corps, car même si l'on parle d'un entraînement de l'esprit, le lien corps-esprit est fondamental. Et le retour au corps, c'est notre point d'ancrage dans l'instant présent. Il y a plusieurs postures de méditation. Là, on ne voit sur la diapo que des méditations, que des postures assises, mais il y a des méditations debout ou allongées. Et nous verrons plus tard que l'entraînement à la pleine conscience se retrouve aussi dans une pratique informelle et intégrée à nos actes quotidiens. Ce qui signifie, vous l'aurez compris, que la pleine conscience ne se résume pas à la pratique de la méditation et peut influencer notre manière de vivre, nos interactions avec les autres, nos modes de consommation, etc., etc. Il y a également les qualités internes à l'attitude.
ce sont les qualités que l'on insuffle délibérément à l'attention que l'on porte sur notre expérience. Elles permettent de réduire nos réactions automatiques en développant une ouverture à ce qui est. La pleine conscience postule sur le fait que le changement et la transformation de nos souffrances ne peut émerger que là où l'on accepte ce qui est. Et accepter ce qui est peut se révéler au départ totalement contre-intuitif pour nous. Pourtant, c'est en même temps une attitude active et engagée avec ce qui est, sans chercher à modifier ou attendre quelque chose d'autre. Et c'est ce qui permet que l'on peut développer son propre potentiel. Parmi les qualités mises en avant dans la définition de la pleine conscience, il y a la manière non jugeante d'expérimenter ce qui se présente. Les jugements et opinions vont apparaître, mais on va plutôt chercher à repérer les expériences comme agréables, désagréables ou neutres, et à prendre note des pensées, émotions et sensations qui les accompagnent. Ainsi, au fur et à mesure, on apprend alors à être en relation différemment avec nos pensées, émotions et sensations, tout en créant un espace de liberté qui va nous permettre de répondre plutôt que de réagir à tout ce qui se présente. Alors Jon Kabat-Zinn parle d'un ensemble de 12 attitudes, dont une partie se réfère à des qualités plutôt cognitives, telles que le non-jugement, la curiosité, la patience, la confiance, et une autre partie à des qualités de cœur ou de bienveillance, comme la gratitude, l'empathie, la générosité. En 1999, le docteur Saki Santorelli, qui est un proche de Jon Kabat-Zinn, notait que les caractères japonais, qui représentent le mot pleine conscience, s'écrivent à l'aide de deux figures interactives, l'une correspondant à l'esprit et l'autre au cœur. La pleine conscience est donc traduite par les Japonais comme la conscience du cœur. Et cette qualité du cœur, elle est souvent une qualité délicate à ressentir pour soi et pour les autres. Il y a des freins culturels et d'éducation à cela, comme la valorisation des rapports de force, le contrôle des émotions, la négation de notre propre vulnérabilité associée à un sentiment de honte. Et donc participer à un programme collectif de pleine conscience, outre le fait que la pratique nous aide à lâcher prise sur nos conditionnements, peut nous faire découvrir ou redécouvrir ce que signifie prendre soin de soi et par extension prendre soin des autres. En conclusion, l'approche par la pleine conscience est incarnée il y a une quarantaine d'années à travers le programme MBSR, puis plus récemment à travers d'autres programmes davantage thérapeutiques comme le MBCT, le MBRP, etc. Mais les éléments de base, attention, intention et attitude, restent inchangés. Dans la deuxième partie de ce cours, nous vous proposerons d'explorer les fondements neurocognitifs de la méditation, ainsi que les indications et les points communs aux deux programmes MBSR et MBCT. Bonjour, je suis Marion Martinelli, psychologue dans le service du professeur Lançon. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter les fondements neurocognitifs qui ont permis de développer ces programmes de soins. Quels effets a cette pratique sur le plan physiologique et psychologique? L'approche de la pleine conscience fait partie de la troisième vague des thérapies cognitives et comportementales. Elle se centre sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal. Et à ce titre, elle entre complètement dans les indications de l'offre de soins en réhabilitation psychosociale. Je citerai Jon Kabat-Zinn qui dit « Aussi longtemps que je respire, il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal, peu importe la nature du problème. » La pleine conscience aide à la régulation émotionnelle et réduit par conséquent les troubles cognitifs. Je vous invite à lire l'article en descriptif qui s'intitule « Repenser la réhabilitation neuropsychologique à travers la pleine conscience ». En effet, la pleine conscience peut aussi participer à l'amélioration des troubles cognitifs en proposant ce travail de régulation émotionnelle. Dans l'article cité en référence, les auteurs expliquent que, je cite, « Il est aujourd'hui établi que les altérations cognitives, troubles de la concentration, de la mémoire ou du jugement, se majorent en présence d'un épisode à forte charge émotionnelle. » Et enfin, la pleine conscience place le sujet au cœur de son rétablissement. Comme le dit Jon Kabat-Zinn, nous considérons que la guérison se fait d'elle-même à partir du moment où nous nous mettons en accord avec ce qu'il y a de plus profond en nous. Ce qui ne signifie pas que la pleine conscience se substitue à un suivi médical, mais qu'elle donne aussi de la place à l'individu dans son propre processus de transformation intérieure. Une image humoristique pour vous expliquer ce que pourrait être la transformation intérieure
Donc là, il s'agit d'une affiche publicitaire avec un chien qui dit « Avant, j'étais très angoissée, j'aboyais souvent et je mangeais en excès pour compenser. Grâce à la méditation, je suis beaucoup plus calme et je ne me jette plus sur mes croquettes. » Tout ça pour dire que la pratique de la pleine conscience permet de repérer nos réactions automatiques qui engendrent souvent de la souffrance. Mais ce n'est pas devenir docile ou un gentil toutou que de prendre conscience de cela. Il s'agit plutôt d'être en pleine possession de nos possibilités, de choisir nos comportements et nos attitudes. On va approfondir un peu cette partie avec les résultats d'une étude menée par l'équipe de Wendy Hasenkamp qui a demandé à des méditants expérimentés de pratiquer un exercice de pleine conscience pendant 20 minutes allongés dans un scanner et d'appuyer sur un bouton chaque fois qu'ils remarquaient ou prenaient conscience que leur esprit était en train de vagabonder. L'équipe de Wendy Hasenkamp a découvert que le cerveau traversait un cycle de 4 phases représentées par les 4 ronds bleus, identifiables donc par l'activation de 4 réseaux neuronaux différents. Et ce cycle, représenté par les 2 flèches rouges, se répète chaque fois que la personne se met à vagabonder, donc de très nombreuses fois pendant un exercice de méditation. L'état de conscience du méditant se modifie donc instant après instant au fil de ce cycle, finissant par déclencher comme un genre de bénéfice secondaire à la pratique, un état de bien-être. Bien que le bien-être n'est pas une fin en soi, il n'est pas non plus systématique quand on pratique, mais c'est un bénéfice secondaire qui est souvent relaté par les méditants eux-mêmes. Donc, reprenons le début de l'expérience. Le méditant est installé dans le scanner, donc il centre son attention sur son corps par exemple, et à un moment, son esprit va s'échapper. C'est la première phase qui est appelée vagabondage mental. C'est l'activation du système limbique, aussi appelé système ou cerveau émotionnel, et du système sensoriel et moteur. Vous l'avez sans doute compris, dans l'esprit humain, les pensées, les émotions, les sensations corporelles sont étroitement liées et c'est donc normal que lorsque nos pensées vagabondent, le système émotionnel s'active. C'est ce qu'on appelle le traitement secondaire des pensées, sensations, émotions par le cerveau, comme on le disait dans la première partie de ce cours. La deuxième étape correspond à la prise de conscience par le participant que son esprit est en train de vagabonder. Ici, c'est la zone associée au contrôle cognitif qui s'active, le cortex singulaire antérieur. Ça indique que la personne est en train de reprendre le contrôle sur ce qui se passe dans son esprit. La troisième étape, cette fois-ci, c'est le cortex préfrontal latéral qui s'active, lié au raisonnement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le participant cherche la marche à suivre, la stratégie à adopter face à cette situation de vagabondage. Il peut se dire par exemple « mince, où j'en étais ? Ah oui, c'est vrai, je suivais ma respiration, ou j'observais les sensations dans mes cuisses. Qu'est-ce que je décide ? Je reste dans ma rêverie ou je me reconcentre sur cette zone-là de mon corps ?» Et la quatrième étape, la dernière, la plus importante, c'est la refocalisation de l'attention sur son corps. Ici, c'est le cortex préfrontal dorsolatéral qui se met en route, lié au maintien de l'attention et à la régulation de l'action. Pourquoi cette quatrième étape est-elle la plus importante ? Tout simplement parce que c'est elle qui entraîne cette capacité de flexibilité attentionnelle, cette capacité à revenir à ce qui compose notre instant présent, le corps ou la respiration par exemple. Et c'est cette capacité de revenir à soi qui, dans la pleine conscience, est thérapeutique. Il faut savoir que le cortex préfrontal dorsolatéral, donc dans cette quatrième partie, est une des rares zones du cerveau qui se désactive complètement lors du sommeil paradoxal. C'est important de le souligner parce que souvent les personnes qui pratiquent la pleine conscience ont tendance à s'endormir pendant la pratique. Et ce qui se passe, c'est que quand on s'endort, on passe à côté de la partie la plus importante de cette pratique, cette capacité à rester concentré et attentif à soi, et donc l'activation et le maintien en activité de ce cortex préfrontal dorsolatéral.
C'est donc par la stimulation de ces 4 zones distinctes que le cerveau va créer par lui-même un nouveau réseau neuronal entre le système des émotions, représenté ici par l'amygdale, et le système de l'attention active, représenté ici par le cortex préfrontal. Concrètement, ça se traduit par je constate que là en ce moment j'ai une émotion qui survient, je fais une pause pour en prendre conscience vraiment. Ensuite, je choisis de répondre plutôt que d'y réagir impulsivement. Et c'est ça, répondre plutôt que réagir. Ça veut dire que j'accueille ce qui arrive et que je crée un espace de conscience et de présence à ce qui est, à ce que je ressens. Et c'est le point de départ de ma réponse, qui ne sera donc plus une réaction automatique ou impulsive. Britta Holzel, qui est une autre chercheuse en neurosciences, a décrit les mécanismes neuronaux en jeu dans la méditation de pleine conscience. Pour décrire brièvement ces résultats, en fait, elle a demandé à des personnes qui pratiquaient la méditation quotidiennement de participer à une étude comprenant un examen cérébral et un entretien clinique. Les résultats de l'entretien clinique ont mis en évidence que les participants présentaient une diminution de la sensibilité à l'anxiété et au stress, ainsi qu'une diminution de leur tendance au comportement colérique, et également un risque de rechute diminué dans la dépression pour les personnes qui avaient connu cette pathologie. Dans cette troisième partie qui correspond au troisième objectif pédagogique de ce cours, nous allons vous permettre de repérer facilement les différences entre les deux programmes phares de la pleine conscience, MBCT et MBSR, mais également les points communs entre eux. Alors, pour les deux programmes, MBSR et MBCT, je vais les différencier de cette manière-là. Pour le MBSR, les personnes qui sont concernées par ce type de programme sont celles qui vont plutôt être dans un souhait d'apprendre à mieux gérer leur stress. Alors que pour le programme MBCT, il va s'agir plutôt des personnes qui souhaitent éviter la rechute dépressive. Dans l'idéal, quand même, ce sont des personnes qui ont fait au moins 3 rechutes dépressives par le passé. Pour le programme MBSR, l'intention va être d'apprendre à sortir de nos automatismes face aux situations de stress, en y répondant plutôt qu'en y réagissant et en utilisant les pratiques de la pleine conscience. Pour le programme MBCT, l'intention ici va être d'apprendre à sortir de ses ruminations, à s'en distancier en se connectant à ce qui compose l'instant présent, dans le cadre de la dépression et dans le cadre de l'anxiété. Lorsque l'un de ces deux programmes est proposé en réhabilitation psychosociale, ça signifie qu'il est intégré au programme d'éducation thérapeutique du patient. L'approche expérientielle et participative signifie qu'on part du cœur de l'expérience. Donc ici, il ne s'agit pas d'apprendre la théorie et ensuite de l'appliquer pour savoir si on a compris, mais c'est exactement l'inverse. C'est l'expérience qui va connecter le sujet à son fonctionnement intime et par les questions de l'instructeur, on va essayer de lui permettre d'être accompagné dans cette exploration de son fonctionnement. Les programmes se font avec une progression pédagogique au fil des séances. Ils permettent tous les deux d'acquérir des outils simples permettant de se connecter à l'instant présent et de laisser de la place à nos sensations, à nos émotions et nos pensées. Ils permettent également de repérer consciemment et de manière non jugeante nos conditionnements et nos fonctionnements automatiques. Tout ceci dans le but d'adopter une attitude différente face à ce qui est désagréable ou non désiré. Et l'idée, c'est également d'intégrer les enseignements et de s'engager dans une pratique au quotidien. En conclusion, ce qu'il faut retenir de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est avant tout un entraînement et le premier objet de notre attention, c'est notre corps. Il permet le développement d'un champ de conscience plus large avec la pratique. L'intention est d'accepter la totalité de l'expérience sans attente et sans jugement.
C'est une pratique attentionnelle qui inclut les qualités du cœur. Et enfin, elle peut s'intégrer dans l'éducation thérapeutique du patient, consistant à développer des compétences d'auto-soin, avec une question simple telle que « Qu'est-ce que je souhaite me donner comme attention à moi-même ?» Finalement, l'idée, vous l'avez compris, c'est que la pleine conscience n'est pas une technique curative, c'est une technique préventive, c'est-à-dire de prévention face au stress de la vie quotidienne. À la dernière séance du programme, on demande aux participants de ne pas oublier le conseil de Jon Kabat-Zinn, qui est de tisser votre parachute chaque jour, plutôt que de laisser cela pour le moment où vous devrez sauter de l'avion. Et enfin, nous terminons avec le fait de rester vigilant, car actuellement la pleine conscience est aussi un phénomène de mode, que l'entraînement à la concentration est aussi utilisé par les snipers et on vous demandera donc d'être vigilant à la qualité du cœur qui est essentielle à la pratique. Et enfin, de souligner que la responsabilité des instructeurs dans l'enseignement de la pratique de la pleine conscience est importante. Par exemple, un exemple de ce que pourrait être la posture de l'instructeur, pour n'en citer que quelques-uns, ça serait d'avoir la capacité d'enseigner, d'avoir de l'humour, une écoute bienveillante, de donner confiance aux participants et de leur permettre de décomplexer, de maintenir une posture d'apprenant, toujours sans positionnement hiérarchique, etc. Pour les lectures conseillées, alors pour le programme MBSR, il s'agit du livre intitulé Au cœur de la tourmente, la pleine conscience de Jon Kabat-Zinn et de son équipe. Et pour le programme MBCT, il s'agit de l'ouvrage intitulé La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour la dépression de Zindel Segal et son équipe. Pour les liens utiles, les liens internet notamment, on vous conseille d'aller faire un tour sur le site francophone de la pleine conscience qui propose pas mal de lectures intéressantes et vous trouverez également des informations sur les formations. Il y a également le site internet de l'Association pour le développement de la mindfulness, ADM, qui répertorie l'ensemble de ce qui se fait dans le domaine de la formation autour de la mindfulness. On vous propose également d'autres lectures conseillées qui sont affichées ici au fur et à mesure. Je ne vais pas les détailler, mais tous ces ouvrages sont très intéressants à lire et à connaître. En descriptif, vous avez les liens internet suivants. Donc quelques vidéos, articles, on vous demandera d'en prendre connaissance, de les lire ou de les regarder avant votre présence lors de la formation. Merci pour votre attention.